Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on vous propose tout simplement la réalisation d'un corps de ruche d'Adam 10 cadres, 24 mm d'épaisseur, c'est important, vous allez le comprendre plus tard, et une hausse d'Adam 9 cadres, donc qui fonctionne évidemment avec la ruche d'Adam 10 cadres, épaisseur 24 mm également. La vidéo est assez longue, je n'en disconviens pas, mais il y a énormément d'informations sur la sélection du bois, le taux d'humidité, les mesures à respecter et les différentes techniques que vous pouvez utiliser pour faire le corps de ruche d'Adam et la hausse qui y correspond. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et puis on se revoit demain pour la réalisation du couvre-cadre nourrisseur pour cette ruche. Bon visionnage! Alors, première étape pour réaliser notre ruche, tout simplement, on va prendre les planches qui font 2,10 m, 18 de large et 30 mm d'épaisseur qu'on va débiter à 1,10 m. Donc, on va avoir une partie 1,10 m et une partie 1 m. Alors, pourquoi est-ce que je fais 1,10 m et 1 m? Parce qu'on va avoir besoin de 2 pièces de 47,6 et 2 pièces de 43 cm. On aurait pu débiter à 43 et à 47,6 directement, mais ça veut dire que c'est le double de passage à la dégauchisseuse, mise à l'équerre, raboteuse, etc. Tandis qu'en gardant une distance de 1 mètre, c'est très pratique pour dégauchir et raboter puisqu'on reste dans des distances de sécurité correctes et ça nous limite le passage au niveau de la dégauchisseuse et du rabotage. Donc, on vient d'installer la butée latérale à 1,10 m et on va débiter donc toutes nos planches pour notre ruche. Alors, ça c'est dans mon cas puisque j'ai une scie à format, mais vous pouvez évidemment couper vos planches puisqu'on est au stade du dégrossissage avec un braquet, donc une scie à main ou avec une scie circulaire ou tout autre outil qui serait à votre disposition, même une simple scie sauteuse. Allez, c'est parti de notre côté. Donc jusque là, rien de bien compliqué. On vient de couper donc nos 4 planches qui correspondent donc à la ruche, à la hausse et au couvre-cadre nourrisseur. Maintenant, on va les dégauchir. Donc tout simplement mettre une face plane, un champ d'équerre et raboter à 24,5. Mais je vais y revenir après. Si maintenant vous n'avez pas de raboteuse ou de dégauchisseuse, etc., il y a deux solutions. Soit vous voyez avec votre fournisseur pour avoir des planches qui font déjà 24 mm d'épaisseur finie, donc rabotées 4 faces, ou alors tout simplement, vous rabotez avec une varlope ou un rabot à main, tout simplement. Alors Léandre va passer à la dégo et puis je vous reprends après pour les détails justement à essayer de respecter pour ne pas avoir de blague au niveau du rétrécissement du bois. Allez, c'est parti!
Alors, maintenant, on va passer au mode rabotage. Là, c'est un point important. Vous en faites ce que vous voulez, mais je vous démontrerai par la suite que ce que je vous dis n'est pas des bêtises et est important à veiller pour que vos ruches restent correctes dans le temps. Donc, comme je l'ai dit lors de la présentation de la matière première à acheter, etc., votre bois doit se situer entre 12 et 18% de taux d'humidité. Alors, en fonction de ce taux d'humidité, vous allez devoir vous laisser plus ou moins de marge en épaisseur et en hauteur pour vous garantir que votre ruche reste stable dans le temps. Donc, moi, par exemple, ici, le bois, il est plus vers les 17% que les 12%. Donc, je vais me laisser une marge un peu plus importante pour permettre au bois de se rétracter et d'arriver aux mesures que je souhaite finies dans le temps. Pourquoi ? Parce que les ruches vont être soumises à pas mal de travail pendant leur vie à l'extérieur, avec l'abeille à l'intérieur qui va amener un certain taux d'humidité assez important, mais qui va aussi s'assécher avec le soleil en été quand il va taper dessus. Et donc, nous, on doit pouvoir garantir à notre ruche de conserver les 31 cm de haut finis dans les périodes les plus sèches et 17 cm de haut pour la hausse aussi une fois qu'elle va être sèche. Donc moi, dans ce cas-ci, qu'est-ce que je fais? Je dois avoir 24 mm finis pour mes planches. Donc, je vais les raboter à 24,3 ou 24,5 si vous ne savez pas jouer au dixième de millimètre. Pourquoi? Parce qu'elles vont encore se rétracter et donc, dans le temps, votre ruche va se resserrer. Et de nouveau, l'important, c'est de respecter les cotes à l'intérieur de la ruche pour éviter trop de propolis et bloquer les cadres ou éviter que vos abeilles ne construisent des folles bâtisses entre le cadre et le corps de ruche. Okay? C'est peut-être des bêtises, de nouveau, vous en faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, avec le peu d'expérience que j'ai déjà remarqué que mes propres ruches avaient beaucoup moins de soucis que les ruches que j'ai pu acheter dans le commerce. En termes de dimensionnement déjà, certaines ruches aujourd'hui se retrouvent avec des 29 cm d'épaisseur, oui, je ne dis pas des bêtises, et certaines sont à 30, 30,5. Donc voilà, moi les ruches, comme je l'ai expliqué hier, elles sont toujours bien à 31 cm de haut et mes hausses sont toujours bien à 17 en essayant de respecter ce que je dis là, puisque le bois va vraiment travailler. Donc ici, on va raboter nos planches à 24,5 et ensuite on va refendre à la scia format pour la hausse à 17,3 pour avoir 17 fini. Et je vous montrerai de toute façon quand la ruche sera terminée d'ici une semaine qu'elle aura bien 17 cm de haut. Et tout ce qui concerne le corps de ruche, lui par contre, on va le coller tel quel. Donc il a dégauchi un champ, enfin il a mis un champ d'équerre sur toutes les planches. Et là par contre, on va laisser l'autre champ brut et on va les coller tel quel. Donc on va avoir des planches qui feront environ 36 cm, 35 à 36 cm une fois collées. Mais on les redélignera une fois le collage terminé. Mais là, on y vient après. Donc rabotage 24,5 d'épaisseur. Ok? Allez, c'est parti. Yeah. Donc voilà, nos planches sont rabotées, donc à épaisseur. Donc on est à 24,5 comme je l'avais dit, donc 24 et 5 dixièmes d'épaisseur. Et à partir de là, on va prendre les planches pour les hausses, on va les mettre de côté et on va déjà coller les planches pour le corps de ruche. Donc ici, elles font environ 18 ou 17,5, hein, plus ou moins. Donc on va les coller entre elles. Ça va faire entre 35 et 36 cm une fois collé. On va mettre ça de côté et dans la foulée, une fois que ceci est collé, on va déjà attaquer donc les feuillures pour nos assemblages à mi-bois des hausses et des couvre-cadres, ce qui va nous permettre sur le temps qu'on pointe les machines sur ceci, que les planches de notre corps de ruche soient collées, séchées, et comme les machines seront déjà pointées, eh bien, on pourra passer à l'usinage ou au profilage de nos corps de ruche. Allez, on va coller ça, on met ça de côté. Okay. Alors, pour le collage, colle PU,
Vous pourriez utiliser de la polymère, etc. Mais la colle PU, dans ce cas-ci, est plus résistante, d'une part. Et en plus de ça, comme on l'a expliqué lors des vidéos sur l'utilisation des colles, la colle PU est inerte une fois séchée, donc aucun risque pour les abeilles. Et elle est totalement adaptée à l'usage extérieur. Donc évidemment, ici, on veille bien à mettre les faces qui ont été mises parfaitement à l'équerre. Donc elles sont bien à épaisseur, mais par contre, il y a un seul champ qui a été mis à l'équerre. Okay. Alors pareil, bien penser à inverser le sens des fibres. Donc ici, je vous montrerai à la caméra. On a évidemment les cernes annuelles qui montent d'un côté et les cernes annuelles qui descendent de l'autre. Alors dans ce cas-ci, vous allez voir, on est en plein d'os. Donc il y a la possibilité soit de les refendre en deux pour encore stabiliser le côté de ruche, mais dans mon cas, je ne vais pas au-delà de la réflexion. Pourquoi? Parce que je vais le faire directement. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été collé, je vais directement faire mon profilage et faire mon assemblage à mi-bois. Mais si par exemple, vous avez l'intention de faire 10, 15, 20 ruches d'un côté et coller déjà 10, 15 plateaux parce que vous avez suffisamment de serre-joints, attention au séchage, quand on a des planches aussi larges, elles risquent malgré tout de voiler. Donc voilà pourquoi est-ce que moi je fais 5 ruches par 5 ruches maximum pour me garantir finalement qu'une fois que j'ai décollé ou plutôt destipé mon collage, je peux le faire dans la journée qui suit le destipage. Sinon, je me retrouve avec des planches qui voilent ou des côtés qui sont bombés. Et donc, ça risque d'avoir des problèmes. Par contre, une fois que ça a été collé, vissé et assemblé entre eux, là, il y a beaucoup moins de risques que le bois ne retravaille puisqu'ils sont collés et assemblés entre eux. Et c'est tout un ensemble qui va travailler en même temps. OK ? Alors, attention, les petites planches avec les petites planches, évidemment. Donc, les planches d'1 mètre vont être collées avec les planches d'1 mètre et les planches d'1 mètre 10 vont être collées avec les planches d'1 mètre 10. Parce que si tu fais l'inverse, on a une qui va être trop courte. Alors voilà, donc on sélectionne les fibres, donc là on est bien, là on est en bas, là on est en haut, donc nickel. Voilà, hop, on va prendre la PU et tu vas pouvoir coller celle-là ou l'autre, c'est pareil. Voilà. Alors regarde, tu vois, on commence à voir la colle qui déborde, donc ça c'est bon. Maintenant, tu peux serrer au milieu quand les deux côtés sont faits, voilà. Et tu vois, on reste bien partout à fleur, ça c'est nickel. Ça c'est fait. Alors, une chose à respecter, donc pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos, etc., quand Rectavit était venu faire sa petite information sur les colles, pour avoir un pressage optimum avec ce type de presse en tous les cas, puisqu'on n'a pas une cadreuse et ce n'est pas une presse hydraulique, il faut avoir des serre-joints qui sont situés tout le double de l'épaisseur du bois. Donc ici le bois il fait 25 mm d'épaisseur ou 24, eh bien on doit avoir une presse tous les 5 cm. Alors là on a environ 20 cm, eh bien l'astuce elle est toute simple, je viens en remettre une ici entre les deux et je viens la mettre à plat comme ceci. Et là la distance de 5 cm
entre mes serre-joints est totalement respecté et donc je n'ai aucun problème. Le pressage sera suffisant pour me garantir la totalité ou en tout cas de respecter les caractéristiques techniques de la colle qui me garantiront donc un collage optimum en fonction de ce que la colle peut permettre, tout simplement. Donc les plateaux sont à séchage pour le corps de ruche et maintenant on va pointer donc la scie à format, mais ça peut très bien fonctionner avec une scie circulaire ou tout autre outil que vous avez à votre disposition. Une scie à onglet fera très bien l'affaire. Moi j'ai la chance d'avoir la scie à format, donc je vais utiliser la scie à format. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien tout simplement, hors de planche de 1 mètre, on va faire 2 pièces de bois qui font 43 cm pile. Et hors des pièces de 1,10 m, on va faire des pièces de 47,6 finies. Ça, c'est les cotes dont on a besoin. Aussi bien pour les couvre-cadres que pour la hausse. Donc on va pouvoir couper nos 4 pièces de bois restantes en surplus donc des corps de ruche. On peut laisser les réglages tels qu'ils sont là actuellement, puisque quand les corps de ruche ou les pièces qui vont composer le corps de ruche seront sèches, je n'aurai pas besoin de dérégler. Et ça me garantira que toutes les pièces qui vont devoir s'empiler les unes sur les autres au niveau du rucher soient identiques et empêcher évidemment les différentes possibilités d'autres insectes de rentrer dans la ruche. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais. Donc tu vas devoir utiliser, soit tu commences par les 43, donc tu mets ici 43 et puis tu mets là 43. Puisque tu vas commencer par ta première embutée, laisser tomber, puis l'autre partie, ici contre. D'accord? Là je vais commencer à l'embuter. Ah, vu la taille de la planche, tu auras plus facile. Pourquoi? Parce que ça va te permettre deux choses. Le fait d'aller embuter, tu coupes, elle est là, tu n'as pas besoin d'aller mettre tes mains. C'est vrai. Tu retournes, tu coupes, tu as ta deuxième pièce. Si par contre, tu coupes ta première pièce, ok, tu es en sécurité ici, mais pour couper ta deuxième pièce, tu dois passer de l'autre côté de la lame et donc quelque part, tu te mets en danger une fois inutilement, alors qu'au final, tu fais ta première coupe, tu recoupes, tu fais ta deuxième coupe et à aucun moment, tu n'es passé au-dessus de la lame et tu ne t'es mis en danger. Ça va. Ok? Je coupe à bout d'équerre quand même avant. Ah oui, toujours. Là, on vient de couper donc à longueur, c'est-à-dire 43 et 47,6. Et maintenant, il va reprendre dans le sens de la longueur. Donc, il va déligner ses planches à 17,3. Alors, il aurait pu en fait faire l'inverse, c'est-à-dire d'abord déligner sa planche qui fait 1 m et 1,10 m à 17,3 pour la hausse. Il va refendre 17,3 pour les hausses et il va refendre à 7,5 pour les couvre-cadres nourrisseurs. Et ensuite, donc, on passe aux feuillures. Allez, c'est parti!
Donc là, on a nos planches pour notre hausse, on a nos planches pour le couvre-cadre nourrisseur, donc 7,5 de haut et 17,3 de haut. Et maintenant, on va faire les feuillures sur les pièces de 43 cm. Donc on a les pièces qui font 47,6, les pièces qui font 43. Eh bien, on va façonner uniquement les pièces de 43 cm. Les autres sont déjà terminées au niveau du travail à effectuer sur ces pièces. Alors à ce stade, on aurait tendance à vouloir régler la machine à 24 mm et 12 mm de profondeur. Moi, qu'est-ce que je fais? Je viens présenter ma pièce de bois contre, donc en superposition pour m'assurer de l'épaisseur. Pourquoi? Déjà parce qu'au départ, comme je l'ai dit, je l'ai fait à 24,05. Donc au moment où là je travaille, le bois est relativement plus épais, enfin il n'est pas relativement, il est plus épais que les 24 mm qui sont réellement prévus. Donc, comme le bois va se rétracter, comme je le dis, la ruche au total viendra à ces dimensions qui sont prévues. Okay, je mets parfaitement d'équerre, je vérifie que je suis aligné correctement là sur le bord, je maintiens ma pièce de bois, j'incline mon crayon qui est bien taillé évidemment vers l'intérieur, je trace et j'ai donc mon premier tracé qui va déterminer donc la distance à laquelle je vais régler mon guide. Je reporte le trait uniquement pour moi le voir et on va passer à la scie sous table ou la scie à format, comme je le dis, c'est pareil, mais ça peut être défonceuse, de nouveau, je répète, ou scie circulaire également. Moi, je laisse le trait apparent évidemment puisque je suis venu en superposition, ça veut dire que mon trait est à l'extérieur de la pièce, donc si je reprends mon trait, je serai trop loin. Donc mon trait doit rester apparent. Je vais venir me positionner contre ma lame, donc je vais dégager mon guide vers la droite, venir mettre ma lame contre mon trait de crayon. Une fois que c'est fait, je bloque. Je viens régler ma hauteur de lame à 12 mm, à savoir qu'ici j'ai la chance d'avoir un réglage micrométrique, mais en admettant que vous ne l'ayez pas, vous réglez avec évidemment un réglet ou vous prenez des cales d'épaisseur qui correspondent à 12 mm. Et une fois que c'est fait, vous faites votre première entaille. Vous avez votre arase et vous êtes parfait. Si maintenant vous êtes dans le cas où vous n'avez pas de chariot attenonné, on va dire, ou un guide, comment ça s'appelle, ou un rapporteur d'angle, d'accord? Eh bien, vous pouvez tout simplement maintenir votre pièce contre votre guide qui, lui, normalement, est bien réglé et parallèle à votre lame, et vous venez prendre une pièce rectangulaire, donc un panneau qui est parfaitement coupé d'équerre, l'appuyer sur l'arrière et contre votre guide, et vous avez en fait votre chariot de coupe qui est parfaitement d'équerre. Okay, est-ce que ça te semble clair, ça? Oui, tout à fait. Ok, donc on vient ici, on a notre tracé, on règle la hauteur, on fait notre première coupe, on retourne notre pièce et ainsi de suite pour faire nos coupes donc avec la scie sous table. Voilà. Alors, la jauge de hauteur. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. Donc ici, ça y est, les feuillures sont faites, donc il vient d'emboîter ces mi-bois, hein, d'accord? On a 50,1 en longueur et on a 43 dans la largeur. Alors, dans le sens de la longueur ici, ça ne va pas travailler. Donc ça va travailler en hauteur et dans sa propre épaisseur. Donc ici, je vais vous montrer avec mon mètre que je suis bien à 50,1 alors que je devrais être à 50. Ensuite, je vais aller vous montrer sur la hausse que j'ai fabriquée la semaine dernière ou il y a 15 jours et on est bien à 50 fini. Je viens de le montrer à Léandre. Comme ça, vous voyez que c'est super important de se conserver cette marge en jouant avec les taux d'humidité. Donc vous allez voir, j'ai fait avec le testeur, donc les pourcents, ou en tout cas le taux d'humidité en bois brut,
Le taux d'humidité, une fois raboté des gauchis, baf, il prend déjà quelques pourcents en moins puisque l'humidité intérieure du bois est libérée et la température ambiante de l'atelier aide évidemment à ce que ce taux diminue. Et puis, le temps de faire tous ces différents usinages, etc., assembler, stocker, faire redescendre encore le bois à son taux, on va dire, minimum. Vous allez voir, 12% de taux d'humidité. On a même réussi à descendre à 11,7 sur certains bois. Et une fois qu'on va les remettre en extérieur, ils vont pouvoir retravailler en allant au maximum de leur taux d'humidité et en arrivant au minimum de leur taux d'humidité pour garantir les mesures qui sont choisies et nécessaires à la finalité du projet. OK ? Alors maintenant, étant donné que la hausse est terminée, en tout cas le façonnage de la hausse est terminé, on va maintenant faire la feuillure sur la partie haute pour accueillir donc les cadres, donc sur la face avant et la face arrière. Donc comme je l'ai dit, il n'y a que les parties de 43 cm qui sont usinées. Et puis après ça, on devra faire une rainure sur la face avant ou arrière pour accueillir donc la petite crémaillère ou l'entretoise pour accueillir les cadres en partie basse. Une fois que ça c'est fait, on peut assembler. Une fois que c'est assemblé, normalement, nos planches qui ont été collées tout à l'heure sont sèches. On pourra racler la colle, raboter à mesure définitive et faire exactement le même usinage en conservant les mêmes réglages qui ont été faits actuellement. Allez, c'est parti donc pour la feuillure en partie haute, mon bon Léandre. Donc, on vient de faire donc, les hausses, etc. Sur le temps que les hausses sont assemblées et tout, le collage est enfin pris. On va déstiper maintenant les planches qui ont été collées. Toutes les machines sont déjà pointées donc, pour les feuillures, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déstiper, on va retirer le surplus de colle qui a débordé de part et d'autre, puisque c'est de la PU. Et maintenant, on va la mettre à mesure définitive au niveau de l'épaisseur à la raboteuse. Ça, moi, j'ai la chance d'avoir une raboteuse suffisamment large pour faire passer mes planches de 35 cm. Évidemment, si dans votre cas, vous n'aviez pas cette possibilité, au stade du collage, évidemment, vous deviez être déjà à 24,5 pour vous permettre, donc, comme je le disais, au bois de se rétracter, ce qui sera clairement le cas puisque je vous montrerai au pied à coulisses que les planches sont bien maintenant à 24 mm alors que ça fait à peine une semaine que les ruches sont faites. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear.
and stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. Donc voilà, Léandre vient de finir de mettre à mesure donc les côtés et les faces avant et arrière de la ruche. Alors, on va en profiter que les réglages des feuillures ont été faits pour les hausses pour utiliser la scie sous table. Ensuite, comme je le disais, il y a une feuillure à faire sur le dessus qui correspond à 20 mm de haut et 12 mm de profondeur pour accueillir les cadres sur lesquels on va venir mettre la crémaillère. Là, par contre, on va profiter qu'on a une toupie. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas tout fait sur la toupie directement? Tout simplement parce que les premières feuillures sont en travers du fil et d'un côté ou de l'autre en fonction, même en utilisant un martyr en partie arrière, on a tendance à avoir des arrachements. Et donc, dans ce cas-ci, ça me permettait de vous montrer plusieurs méthodes pour faire les feuillures. Donc aussi bien avec une scie sous table, une scie à format, même une scie à onglet, ça aurait fonctionné, voire une scie circulaire. Mais dans le sens du fil, il n'y a aucun risque d'arrachement et donc on va pouvoir faire la feuillure avec la toupie pour la partie haute et ça permettra aussi à Léandre de travailler à la toupie tout simplement sur les pièces de 43, hein, donc pas sur les pièces de 47,6. C'est le même principe. Voilà, donc c'est le même principe que sur la hausse. Donc pièce de 43, feuillure à droite, feuillure à gauche, 24 sur 12. Ou en tout cas les réglages tels qu'ils sont puisque les épaisseurs sont les mêmes. Et toutes les pièces de 47,6, comme pour la hausse, elles sont déjà finies, tout simplement. Donc tu prends toutes tes pièces, voilà, tu prends toutes tes pièces de 43 et tu vas venir faire ta feuillure donc ici et ici, tout simplement. Voilà, d'accord, sur toutes les pièces. En choisissant évidemment la face la plus adaptée, la plus jolie, la moins jolie, la plus avec des nœuds, sans nœuds, comme tout à l'heure. Ok. Alors pour ne pas choquer Frédéric Flawin, je vais quand même mettre donc les petits peignes pour empêcher de rentrer dans l'outil, parce que malheureusement avec ce type de pièce dans ce sens-ci, avec l'entraîneur, ça ne fonctionne pas parce que ça va rentrer directement dans l'outil. Donc, des fois, ne pas croire que utiliser l'entraîneur est toujours la solution la plus sécurisante. Toujours bien garder à l'esprit que toutes les situations sont particulières et que l'entraîneur ne doit pas être utilisé d'une manière systématique, même si on fait des séries. Puisque lorsque j'ai fait la vidéo sur les 10 ruches que j'ai fabriquées, il s'en était inquiété pour moi, je le remercie d'ailleurs, mais tout ça pour lui dire que je me suis mis moins en danger sans utiliser l'entraîneur que si je l'avais utilisé. Donc pour Léandre, on va mettre les peignes.
Donc là, on vient de faire les feuillures latérales au niveau des faces avant et des faces arrière. On l'a fait à la toupie, comme ça lui permet de voir comment est-ce que ça fonctionne en termes de finalement rejet en travaillant en travers du fil. J'avais dit qu'on le ferait à la scie sous table ou à la scie à format, mais tout compte fait, c'est un bon exercice pour lui aussi de se rendre compte des efforts que le bois en fait doit subir au niveau de la toupie quand on travaille en travers du fil. Voilà pourquoi est-ce qu'on a aussi utilisé un poussoir martyr pour éviter les éclats en sortie. Et maintenant, on va faire donc la feuillure en partie haute de la face avant et arrière de la ruche pour accueillir, donc comme je le dis depuis tout à l'heure, les crémaillères des cadres. Et là, cette feuillure, elle doit faire 20 mm de profondeur, donc 20 mm vers le bas et 12 mm toujours de haut. Donc on ne va pas toucher ici à la hauteur de la toupie, on va juste jouer sur la profondeur. Nos deux boîtes, puisque finalement une ruche ce n'est jamais qu'une boîte et la hausse pareil, sont terminées. Maintenant on va installer la quincaillerie, donc c'est-à-dire la petite entretoise qui vient de la rainure ici. On va simplement l'encastrer et avec un marteau c'est vraiment bien serrage, donc ça ne bougera pas. En plus les abeilles vont propoliser. C'est une économie de clous, chacun fait ce qu'il veut. Moi je le fais comme ça. Et puis on va mettre donc les supports de cadre. Pour la ruche, moi je mets des supports 10 cadres et pour la hausse, je mets des supports 9 cadres. D'accord? Donc c'est les mêmes crémaillères mais en 9 cadres. On va faire ça avant l'assemblage parce que c'est bien plus simple d'assembler ceci sur la ruche démontée qu'une fois assemblé. Et je vous le dis en connaissance de cause, puisque les premières ruches que j'ai fait, évidemment, j'avais d'abord fait toutes mes boîtes, etc. Puis j'ai été chercher la quincaillerie. Avoir sa tête dans la ruche pour aller emboîter ces trucs et tout, c'est un petit peu galère. Donc je vous conseille vivement de le faire avant. Donc on va mettre la quincaillerie et puis on va coller tout ça, visser et clouer. Allez, on est parti. Alors donc il faut que le petit arrondi ici, j'espère que ça se voit, doit être donc le creux ici de la crémaillère, ici, le creux de l'arrondi doit être aligné au-dessus de la feuillure ici. Ensuite, on doit laisser un espace de 5 mm à droite, 5 mm à gauche. Alors, je viens de découvrir une chose, c'est que je viens d'acheter ces crémaillères-là hier, expressément, et pour ne pas vous mentir, je suis un peu dégoûté parce que ces crémaillères-ci sont bien mieux. Déjà, elles font pile poil la cote prévue, tandis que celles-ci sont trop longues. Et donc, il faut chaque fois que je m'amuse à recouper pour pouvoir les rentrer. Donc, si vous faites des ruches vous-même
éviter les quartiers parce qu'elles sont trop larges par rapport aux dimensions prévues pour une ruche d'Adam 10 cadres. Comme ça, vous le savez. Ok, donc en gros, ça vient comme ça. On tient plus ou moins 5 mm à droite, 5 mm à gauche. Voilà. Et une fois que c'est fait, on vient mettre un clou ici dans les trous, tout simplement prévus. Le clou par les doigts. Tu peux. Voilà. Et pareil ici. Au-dessus? Non, en dessous. Hein. Les deux extérieurs en dessous. Voilà. Alors, de l'autre côté, ça donne ça, avec la crémaillère tout simplement enfoncée. On a notre face avant et notre face arrière de ruche. On va pouvoir mettre les côtés, mais avant, on va faire la même chose sur la hausse. Et là, on utilise par contre des 9 cadres. Alors, de nouveau, chacun fait un peu comme il l'entend. Les 9 cadres, pourquoi? Parce que ça permet aux abeilles d'étirer un petit peu plus les cadres de hausse pour remplir finalement un peu plus de miel, tout simplement. Voilà. Donc pareil, on a le petit arrondi ici qui vient s'aligner au-dessus de la feuillure. On se tient à plus ou moins 5 mm à droite, 5 mm à gauche et on vient mettre un petit coup dans chaque trou. Donc, je vais voilà, on attrape le tour. Ok, donc on a nos éléments de hausse. Nos éléments de ruche. Ici. Voilà. Et maintenant, on va assembler le tout. Alors, pour assembler, rien de plus simple. Donc, on a nos deux côtés qui sont deux planches tout à fait droites, hein, d'accord. Donc, 173 de haut, 47,6 de large, de long, pardon, et nos deux côtés, 43 avec les feuillures. Je viens mettre tout simplement de la structane, ou plutôt de la colle PU dans mes feuillures, que je vais bien prendre la peine de lisser. Il ne faut pas en mettre de trop. De toute façon, je vais venir faire un gros plan pour que vous voyez la quantité de colle qu'il faut mettre, parce que ce qui est important surtout, c'est ensuite visser le tout pour que ça soit bien maintenu et qu'il y ait une pression lors du collage. Alors, on aurait pu utiliser des serre-joints, mais vu le nombre de ruches que moi je dois faire, si vous avez une ruche à faire, à la limite, pourquoi pas. Mais si vous en avez des centaines à faire, honnêtement, vous imaginez les serre-joints dans les côtés, c'est un petit peu galère. Ça va, c'est bon. Déjà, ouais, garde, hop. Voilà, donc il n'en faut pas plus, hein. Voilà, parce que ça va vouloir gonfler et normalement, c'est pas censé gonfler, ok ? Et là, au moins, on est certain d'avoir de la colle sur toute la surface à encoller, justement, que si on fait des boudins, même pressés, donc si on fait des zigzags, hein, même pressés, en fait, on n'est pas certain qu'il y ait de la colle sur la totalité de notre assemblage. Et ici, ça reste un mi-bois, hein, qui est largement suffisant pour ce type d'ouvrage. Et pourquoi est-ce que je travaille avec un mi-bois? Tout simplement pour avoir le moins de champ possible en contact avec l'eau, donc avec les intempéries, etc. Au début, j'avais fait des ruches à queue d'aronde, mais je me rends quand même bien compte que les queues d'aronde, avec le temps, ça sèche au niveau du bois de boue. Et donc, que ce soit les queues d'aronde ou les ruches à mi-bois, vous voyez, avec tenon, hein, eh bien, je pense que c'est encore la meilleure solution. La meilleure solution, ce serait de faire des assemblages à onglets verrouillés, mais là, on rentre quand même dans des assemblages un peu, pas chiants, mais un petit peu plus embêtants pour ce genre de choses et de projets. Alors, hop, dans ce sens-là, voilà. Alors, on vient tout simplement dans la feuillure, et puis, bien penser le sens du clou. Donc, le clou, il est plat.
il y a un biseau vers l'avant, donc il peut vriller vers le haut et vers le bas. Si je me mets comme ça, il peut vriller vers la droite ou vers la gauche. Donc si je cloue comme ceci, mon clou peut rentrer dans la hausse ou sortir de la hausse. Tandis que si je suis comme ça, il va vriller vers le haut ou vers le bas. Ça, je ne sais pas si tu savais. Donc voilà, on cloue de biais. Voilà, je mets juste 3 clous pour la maintenir. Voilà, je retourne. On peut déjà préparer la visseuse avec la mèche là. Voilà. Alors ici, je vérifie quand même les diagonales pour ma première, parce que toutes les autres que je vais faire, je vais les empiler dessus. Alors comme je dis, là, c'est pas suffisant. Hein. 60,9. Ok, donc 60,8 de diagonale. Et maintenant, je vais prendre donc les vis de 5 par 40. Voilà, tout simplement. Donc, on a notre hausse qui ne bouge déjà plus et donc qui est parfaitement alignée sur le dessus parce que ça, c'est super important, mais surtout sur le dessous pour venir se positionner sur la ruche. Maintenant, on va assembler la ruche et je vais laisser faire notre camarade Léandre. Et je peux mettre ça vers l'intérieur. Vers l'intérieur, parfait. Ok, voilà. Donc maintenant, tu vas pouvoir en coller et moi, je vais relisser. Donc voilà, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu voir, rien de bien compliqué pour faire le corps de ruche et la hausse. Vous avez vu tous les assemblages avec les différentes possibilités évidemment. Et donc demain, on revient avec le couvre-cadre nourrisseur et la vidéo suivante sera
le toit chalet. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Voilà. Tranquille.